Bonjour, nous allons voir donc, nous allons parler de l'histoire d'Eros et Psyché, et Cupidon et Psyché, tel que il est raconté dans un récit enchâssé dans le récit principal des Métamorphoses d'Apulée, et voir comment ce mythe a été illustré, représenté, pendant des siècles, pendant presque 2000 ans, depuis Tryphon d'Athènes au IIe ou IIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à Maurice Denis en 1908, qui, sauf erreur, est le dernier à avoir illustré ce mythe dans une série de fresques. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'un mythe relativement récent, du moins dans sa version écrite, puisqu'il n'en est pas question chez Homère, ni chez Hésiode, ni chez Virgile, ni même dans la compilation de légendes et de mythes qu'a faite Hygin, le bibliothécaire d'Auguste, sous le titre de Fabulae. En fait, la première trace écrite qu'on en ait, c'est effectivement ce récit qui est dans les Métamorphoses d'Apulée au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais il est évident que c'est un mythe qui est quand même plus ancien, puisque on en a des traces dans des fresques de Pompéi, dans des bas-reliefs de sarcophages, dans des statues romaines une statue romaine qui est une copie d'une œuvre hellénistique. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mythe qui a connu une extraordinaire fortune, disons, dans les arts plastiques, avec tous les supports possibles et imaginables, sculptures, peintures, fresques, gravures, vitrail, tapisserie, camée, porcelaine, et même papier peint. Alors, deux choses à dire tout de suite, enfin du moins deux dimensions du mythe à explorer. Il est évident qu'au départ, ce mythe a une connotation, disons, philosophique et symbolique, puisque le nom même de Psyché, Psyché signifie l'âme, signifie aussi d'ailleurs le papillon. Le papillon étant un peu le symbole, avec ses métamorphoses, des changements et des vicissitudes de l'âme sur Terre, la vilaine chenille devenant le beau papillon, et le mot psyché donc signifie aussi papillon, ce qui fait que dans la plupart des représentations, Psyché va être affublée de petites ailes de papillon très saillantes. Et dans cette acception du mythe, évidemment, l'histoire de Psyché relate les différentes aventures, les différents malheurs, les différentes péripéties de l'homme pendant son parcours terrestre, jusqu'à ce qu'elle s'unisse finalement à l'amour divin, à Eros. Alors on a on retrouve toute cette symbolique, en particulier liée au papillon, dans différentes œuvres. Alors d'abord dans cette fresque de Pompéi, on voit les ailes de papillon de Psyché et l'amour qui l'enlace, qui d'ailleurs est un amour barbu. Il n'a pas encore acquis, enfin il n'a pas encore la représentation habituelle du petit enfant. On la retrouve aussi beaucoup dans la sculpture. Par exemple, ce groupe est au musée du Capitole. Il a été donné au musée du Capitole par le pape après sa découverte aux alentours de 1540-1550. C'est une copie, donc c'est un marbre, enfin c'est un groupe romain, mais c'est la copie d'une œuvre hellénistique, donc sans doute du IIe ou IIIe siècle avant Jésus-Christ.
Et puis on va le retrouver dans différentes sculptures beaucoup plus récentes. Alors, il faut dire qu'en fait, il y a 3 périodes qui, à partir du XVIe siècle, vont être particulièrement fécondes. C'est-à-dire il y a des mouvements qui vont s'intéresser plus particulièrement à l'histoire de Psyché et Cupidon. D'abord, en gros, de 1515 à 1615, pendant un siècle, la période maniériste et les débuts du baroque, c'est lié quand même au fait que ce sont les Médicis qui ont diffusé le mythe de Psyché. Et il est arrivé en France d'ailleurs au siècle suivant grâce à Marie de Médicis, qui avait épousé Henri IV. Donc il y a cette période maniériste et baroque. Il y a ensuite la période du néoclassicisme de 1750 en gros jusqu'à 1815. En fait, 1750 c'est vraiment les débuts, 1750-1760. Et puis la fin du 19e siècle, les peintres ou sculpteurs symbolistes, enfin les symbolistes, les nabis, les pré-raphaélites en Angleterre, vont s'emparer à nouveau du mythe. Alors, par exemple, cette statue en terre cuite, Psyché abandonnée, date en gros des années 1820. On ne sait pas exactement parce que Clémence des Sermizy, la sculptrice lyonnaise, ne datait pas ces statues. Elle est au musée des Beaux-Arts de Lyon et on voit donc Psyché avec ses ailes de papillon et puis à ses pieds un certain nombre d'attributs, des symboles qu'on va retrouver dans cette histoire, la torche, entre autres. Et puis le sculpteur danois Thorvaldsen, en 1800, excusez-moi, en 1844, très exactement, peint Psyché avec la boîte qu'elle rapporte des enfers, dont on reparlera, et qu'elle va ouvrir pour son malheur. Enfin, deux sculpteurs, enfin un sculpteur beaucoup plus connu, Canova, le sculpteur néoclassique, qui peint donc le Cupidon et Psyché jouant avec un papillon, qui est une interprétation un peu gracieuse et sophistiquée du mythe, et un autre sculpteur qu'on a un peu oublié, Chaudet, dont je recherche les prénoms exactement. Oui, Antoine Denis Chaudet, qui est surtout connu pour avoir sculpté la première statue de Napoléon ou de la colonne Vendôme, qui ensuite d'ailleurs a été remplacée dans les années 1850 par une autre statue. Donc Chaudet a sculpté en 1810 une statue qui n'a pas pu terminer d'ailleurs, qui a été terminée par un de ses collègues, L'amour offrant une rose à un papillon. Ce qui est aussi une interprétation très délicate du mythe. Autre détail de la statue vue par devant. C'est une statue qui avait été acquise dès que le modèle en plâtre avait été exposé, qui avait été acquise par le roi Louis XVIII. Donc on a ce versant du mythe, très philosophique. Cela dit, dans la plupart des œuvres, c'est un élément qui va vraiment être mis à l'arrière-plan, tout simplement parce que tel que le mythe apparaît dans l'œuvre d'Apulée, c'est un conte de fées. Un conte de fées où les fées sont remplacées par des nymphes, bien sûr, mais on a tous les attributs du conte de fées, qui est à la fois burlesque et tragique.
On a les trois sœurs, dont 2 sœurs sont jalouses de la troisième, évidemment, et méditent sa perte, comme dans Cendrillon, ou essayent de l'humilier. On a la méchante marâtre, qui en l'occurrence est représentée par Vénus, qui va être particulièrement méchante avec Psyché, qui va lui imposer des épreuves épouvantables pour ce bon. Exactement comme dans Blanche-Neige, où on l'oublie un peu, mais dans La Belle au bois dormant, puisque la mère du prince est de race ogresse, et lors d'un voyage du prince, elle veut manger ses petits-enfants. On a aussi donc le sommeil de Psyché, comme dans La Belle au bois dormant, qui est réveillé soit par une flèche que lui décoche l'amour très doucement, soit par un baiser, dans d'autres interprétations. On a aussi des éléments qu'on trouve dans d'autres mythes, comme la boîte qu'il ne faut pas ouvrir, qui fait penser à la boîte de Pandore. Donc c'est une histoire riche en péripéties qui, en fait, la plupart du temps, va être illustrée par les artistes en prenant comme base l'idée que Psyché est une jeune fille victime de sa trop grande beauté, et puis également par 2 fois de sa curiosité, qui va la plonger dans les abîmes du désespoir ou de la déréliction. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que cette histoire riche en rebondissements va très souvent donner naissance à des séries. Les peintres ou les fresquistes ou les graveurs vont illustrer toute une série d'épisodes qu'ils choisissent dans l'histoire de Psyché pour en faire comme une espèce d'immense bande dessinée. Alors on a plusieurs exemples. Par exemple, dans le palais de la Farnesina à Rome, on a une série d'artistes, dont l'un est plus connu, Giulio Romano, Jules Romain, et puis Francesco Pegni, Raffaellin del Colle, etc. Enfin, peu importe, des artistes qui vont faire des fresques sur des dessins de Raphaël. Et ils décorent en fait une pièce de cette maison qui appartient au banquier Agostino Chigi. On va avoir également Perino del Colle qui va faire toute une série de fresques en grisaille pour le château Saint-Ange, résidence du pape Paul III en l'occurrence. On a également à Mantoue, pour le duc de Mantoue, Giulio Romano ou encore lui et Rinaldo Mantovani qui vont peindre toute une salle au Palais du Thé, qui sert un peu de résidence de campagne au duc de Mantoue, qui vont peindre toute une salle représentant l'histoire de Psyché. Et puis évidemment, on a le peintre Natoire qui en 1735 va faire une série sur Psyché pour Fermier Général, la Livre de Bellegarde pour son château de la Chevrette à Saint-Denis. Et enfin, on a Maurice Denis qui en 1908 va peindre une série de fresques pour la salle de concert de son manoir à Moscou pour le banquier Ivan Morozov. Ce sont des œuvres qui vont être la collection va être confisquée par un décret de Lénine en 1918 et elle est aujourd'hui dans une annexe du musée de l'Ermitage qui lui est spécialement consacrée. Alors on remarque quand même que les hommes d'argent, les banquiers ou les fermiers généraux sont quand même très
très passionné par l'histoire de Psyché, qu'il s'agisse du banquier Kidji, Ivan Morozov, ou le fermier général. On peut se demander si les vicissitudes de Psyché ne les font pas penser aux fluctuations du cours de la bourse. C'est possible. Ils y voient un peu une sorte de représentation de leur propre destin, avec ses hauts et ses bas. Alors toujours est-il que cette histoire donc est racontée dans les Métamorphoses, alors par un biais assez curieux, puisque le narrateur des Métamorphoses est un jeune homme qui, en Thessalie, est victime d'une espèce de sort, c'est-à-dire que il est tombé amoureux d'une jeune fille qui est la servante chez une femme qui se transforme en magicienne, enfin qui est magicienne et qui se transforme en oiseau certaines nuits. Lui veut faire la même chose et elle lui donne une pommade avec laquelle il soigne. Et manque de chance, au lieu de se transformer en oiseau, il se transforme en âne. Elle dit oh là là, je me suis trompée. Bon, bref. Donc Lucius, transformé en âne, échoue à l'écurie. On lui a dit que pour retrouver sa forme humaine, il faut qu'il mange des roses, mais il ne va n'y arriver que très tardivement, à la fin du roman. Et alors qu'il est à l'écurie, la maison est envahie par des brigands qui l'emmènent dans leur domaine après l'avoir beaucoup chargé. Et leur domaine, enfin, leur cachette, c'est une immense grotte qui est sous la surveillance d'une vieille femme, sans doute une esclave qui s'est enfuie. Et la vieille femme, en fait, surveille les prisonniers des brigands, et en particulier une jeune fille, Charité, qui vient d'être enlevée le jour de son mariage, et qui, pleure toutes les larmes de son corps, ce qu'on peut comprendre. La vieille femme, un peu agacée par ses pleurs, commence d'abord par la menacer, la gronder, et puis s'apitoie, et pour la consoler, lui raconte l'histoire de Psyché, sans doute pour lui montrer qu'on ne sait jamais trop dans la vie de quoi il faut se réjouir et de quoi il faut se lamenter, et pour lui montrer que finalement Psyché est passé par des moments encore plus douloureux et pénibles qu'elle-même. Donc Psyché est une jeune fille à qui les dieux ont fait un cadeau empoisonné, une trop grande beauté, ce qui effraie les prétendants, ce qui éloigne d'elle tous les maris possibles. En revanche, sa beauté fait qu'on l'adore comme une déesse, ce qui va susciter la jalousie de Vénus qui voit ses autels désertés. Et elle demande à son fils Cupidon, ou Eros, de la venger en suscitant chez Psyché un amour pour l'homme la créature, l'individu le plus laid, le plus sordide qu'il puisse imaginer. Manque de chance, Cupidon, la première fois qu'il voit Psyché, est fasciné et en tombe amoureux. Donc il va désobéir à sa mère. Psyché, entre-temps, suite à un oracle d'Apollon, a été emmené par ses parents dans une espèce de cortège de deuil sur le haut sommet d'une montagne où il semble qu'elle attende la mort. Et Cupidon l'a fait transporter par Zéphyr dans un palais enchanté où elle est servie par des nymphes invisibles et il vient faire l'amour avec elle chaque nuit en lui imposant comme condition que elle ne doit pas chercher à le voir. C'est un élément qu'on trouve aussi dans beaucoup de légendes. Toutes les fois qu'il y a un dieu qui est avec une mortelle ou une déesse qui est avec un mortel, il y a toujours cet interdit. Il ne faut pas chercher à voir le dieu ou la déesse, et c'est un interdit qui est fatalement toujours transgressé. Et Psyché, donc, pendant un temps, s'accommode de cette vie, mais elle finit par avoir la nostalgie de la vie familiale. Elle presse son amant de lui permettre de revoir au moins ses sœurs. Cupidon finit par céder, les sœurs viennent rendre visite à Psyché qui leur montre tous ses trésors, ce qui rend les sœurs extrêmement jalouses, et elles vont
insuffler une espèce de poison dans l'esprit de Psyché en lui disant « Si ton amant ne veut pas que tu le vois, c'est sans doute parce que c'est un monstre. Donc, une nuit, arme-toi d'un poignard et d'une lampe à huile et essaye de le voir. » Psyché obéit et évidemment, en voyant l'amour, elle est frappée par sa beauté. Elle s'approche pour le voir de plus près et il y a une goutte d'huile chaude qui tombe sur la cuisse de l'amour, lequel se réveille et évidemment la quitte immédiatement. Donc Psyché, désespérée, va errer à la recherche de son amant, se désoler, songer au suicide, essayer même de se noyer, mais le fleuve dans lequel elle se jette la rejette sur les bords et le dieu Pan lui conseille de rester en vie et d'essayer de reconquérir l'amour. Et Psyché va, après s'être vengée de ses deux sœurs, on en reparlera, va finalement se résigner à aller voir Vénus, à implorer le pardon de Vénus, qui la maltraite, qui l'injurie, qui la bat, qui la fait battre par ses suivantes, et qui finalement lui impose 4 épreuves, toutes plus insurmontables les unes que les autres, mais chaque fois, Psyché va recevoir une aide inopinée, soit d'une fourmi, soit d'un aigle, soit d'une tour qui se met à parler. Et la toute dernière épreuve, justement, elle doit descendre aux enfers, ce qu'on appelle la catabase, et demander à Proserpine, la déesse des enfers, une boîte ou une capsule, ça dépend des versions, dans lesquelles apparemment il y a un baume qui va permettre à Vénus de retrouver un peu de sa beauté. Capsule qu'évidemment Psyché ne doit pas ouvrir. Et puis, revenue à l'air libre, poussée par la curiosité, elle ouvre la capsule et alors s'en échappe une espèce de vapeur qui la plonge dans une sorte de coma ou de catalepsie. L'amour, évidemment, à ce moment-là, Cupidon, qui a réussi à échapper à sa mère, va réveiller Psyché en la touchant très légèrement avec une flèche et va finalement obtenir de Jupiter que Psyché soit divinisée, devienne une déesse, moyennant quoi elle pourra l'épouser et il y a un banquet chez les dieux. Voilà, c'est une histoire qui finit bien. Alors nous allons d'abord voir une gravure qui date des années 1500, c'est pas exactement, mais disons entre 1530 et 1560. C'est le moment où a été actif ce graveur qui s'appelle Bernardo Daddi, mais qu'on appelle communément le maître ou D, qui a pas une série de vignettes gravées, avec sous chaque vignette, comme c'est souvent l'usage à l'époque, on trouve ça dans les gravures de Jacques Callot par exemple, une espèce de légende, souvent sous forme de quatrain versifié. Alors là, ce qui est assez curieux, c'est que dans la légende, il confond l'auteur et le narrateur, et ce n'est plus Lucius, mais c'est Apulée, qui est transformé en âne, et qui écoute l'histoire de la vieille. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que c'est une vision assez bucolique de cette histoire, puisque on a cette vieille femme en train de filer sa quenouille, on a la jeune fille qui l'écoute, on a le chien qui est assoupi sur le devant. On a cette caverne qui visiblement n'est pas assez grande pour contenir toute une troupe de brigands. C'est plutôt une vision très intimiste et assez bucolique ou élégiaque de la chose. Cette histoire donc, on va essayer de la voir non pas dans l'ordre chronologique, mais de façon un peu thématique, en se demandant quels sont les problèmes qui se posent aux artistes et comment ils vont essayer de les résoudre. La première question qui se pose à eux, c'est comment représenter l'amour, puisque assez rapidement, ce personnage, si on peut dire, est représenté
alors pas dans la fresque de Pompéi, on l'a vu, mais c'est assez rare, hein, est représentée sous la forme d'un petit enfant, avec ses petites ailes, son petit carquois, ses flèches, dont Apollon d'ailleurs se moque, ce qui va lui coûter cher. Et donc c'est un enfant. Mais dans l'histoire de Psyché, quand même, il tombe amoureux de Psyché et il vient faire l'amour avec elle toutes les nuits. Alors, est-ce qu'il faut le représenter comme un enfant? Ce qui pose des problèmes à pas mal de peintres. Alors certains, effectivement, le représentent enfant. Par exemple, dans une série de vitraux qui a été fait donc dans les années 1530 ou 1540, hein, si je ne me trompe. Oui, 1542, entre 1542 et 1544, qui était fait pour le château des Couens, qui sont maintenant au musée château de Chantilly. On voit que Psyché, dans la fameuse scène de la reconnaissance, dévoile un petit enfant avec ce qui a posé son arc et son carquois à côté, ce qui met quand même un peu mal à l'aise. D'autres peintres vont faire la même chose. Par exemple, Pompeo Battoni, qui est un peintre mi-rococo, mi-néoclassique, dans les années 1740, si je ne me trompe. Pompeo Battoni est un peintre qui va essayer de concilier le rococo, les attributs rococo, et puis le choral antique, puisqu'il va beaucoup observer les monuments antiques. Il est très influencé par Poussin également, et ça se voit dans cette peinture, d'abord à cause de la position très théâtrale, un peu figée des personnages, et puis également à cause des couleurs. Ces couleurs primaires, bleu, rouge et jaune, c'est tout à fait la palette de Poussin à partir d'une certaine date. Alors il reste des attributs rococo, par exemple cette espèce de matelas de nuages sur lequel repose Vénus avec son fauteuil roulant, ces petits anges également sur leur tapis de nuages à droite. Oui, Pompeo Battoni, donc pour être précis, a peint cette peinture en 1756. Alors, Marie-Joseph Vien, en 1761, c'est un peintre qui a été un des représentants du néoclassicisme. Diderot en parle à plusieurs reprises. Il commente, il analyse plusieurs de ses toiles dans ses salons. Et ici, effectivement, on voit ce petit enfant avec son carquois et Psyché qui le découvre. C'est avec cet enfant qu'elle a fait l'amour. Alors le autre exemple, en 1789, Ludwig Gutenbrunn, qui est plutôt connu comme portraitiste de cour, qui est un Autrichien, mais qui a fait une carrière dans les différentes capitales européennes, donc représente de la même façon un petit amour bien frisé qui échappe avec horreur aux mains suppliantes de Psyché. Alors c'est une ambiguïté de toute façon qui est entretenue par Apulée hein, dans son récit, puisque on a des scènes qui sont vraiment dignes du théâtre de boulevard ou d'une comédie italienne, hein, lorsque Vénus, après avoir pratiquement emprisonné son fils dans une pièce alors qu'il est blessé à la cuisse
par l'huile brûlante, Vénus vient à son chevet et lui fait une scène absolument épouvantable en lui disant c'est joli, voilà, tu tombes amoureux de cette greluche, enfin c'est presque ça, et en plus tu la mets enceinte, tu crois que moi je suis pas capable d'avoir un autre enfant, mais tu vas voir, je vais te faire un frère, et puis je vais lui transférer absolument tous tes attributs, et toi tu seras plus rien. Et donc elle quitte la chambre folle de rage. Dans cet état, elle rencontre Junon et Cérès qui lui disent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es dans cet état-là, alors elle leur expose tous ces problèmes, mais Junon et Cérès tentent de la calmer en disant allons, quand même, il faudrait un peu laisser la bride sous le cou à ton fils, tu crois toujours que c'est un petit garçon, mais il a grandi, il a l'âge quand même d'avoir des flirts, en gros c'est ça, hein, donc on sait pas trop si on est dans Offenbach ou dans une espèce presque de parodie, hein. Donc cette ambiguïté entre l'enfant et l'adolescent, là, elle est très perceptible dans le conte. Et Apollyon joue. Alors d'autres artistes vont choisir justement de représenter. Alors dernier exemple, pardon, il s'agit de Guillaume Seignac qui en 1904 représente effectivement l'amour et psyché. Alors Seignac est un élève de Bouguereau, très influencé d'ailleurs par Bouguereau, et voilà, on a la jeune fille avec le petit garçon, amour. Donc d'autres vont délibérément représenter l'amour comme un adolescent. Décidément, je vais un peu trop vite. Dernier exemple, qui est non des moindres, il s'agit d'un camée réalisé par Tryphon d'Athènes. Oui, Tryphon, le même prénom que le professeur Tournesol. On ne sait pas trop de quelle époque il date, peut-être du premier ou du deuxième siècle avant Jésus-Christ, ou du troisième, on ne sait pas trop. Alors ce camée a une histoire, parce que bon, il représente le cortège nuptial de l'amour et de Psyché, et le choix qui est fait, c'est en fait de le représenter tous les deux enfants, ce qui résout un peu le problème. Ce camée va être en fait copié à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1780, par le célèbre céramiste anglais Josiah Wedgwood, qui, profitant de l'engouement pour l'antique, à la suite entre autres des fouilles de Pompéi et d'Herculanum, va expédier toute une armée de dessinateurs et de graveurs, soit dans les musées, soit chez les collectionneurs, pour copier des œuvres antiques, et il va en faire donc des copies en porcelaine. La fameuse porcelaine qui va porter son nom, encore aujourd'hui on parle de Wedgwood, qui est toujours un peu de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des figures blanches qui ressortent en relief sur un fond bleu, d'un bleu profond, parfois vert olive ou marron, mais la plupart du temps bleu. Alors le camée en question appartenait au duc de Marlborough, et Wedgwood va en faire une très belle copie sous forme de porcelaine. On a le même choix, c'est-à-dire représenter les deux amants tous les deux comme des enfants dans la peinture de Bouguereau qui s'appelle Le premier baiser, Cupidon et Psyché enfant. C'est charmant, bien sûr, un peu mièvre. Alors c'est vrai que William Bouguereau et d'autres ont été un peu réévalués depuis plusieurs décennies, parce qu'il fallait bien quand même que leur cote monte un peu pour qu'on puisse vendre leurs œuvres un peu plus cher.
Donc on a réévalué tous ces peintres pompiers. Il faut quand même se souvenir que tous ces peintres académiques, Bouguereau, Cabanel, Dubuffo, Bonnat, Rochegrosse, etc. À l'époque, c'est-à-dire à l'époque du Second Empire et de la Troisième République, raflaient toutes les commandes publiques, étaient riches à millions, avaient des collectionneurs, envoyaient toutes leurs œuvres au salon qui les accueillaient avec enthousiasme, et qu'à la même époque, les peintres un peu plus originaux, un peu plus d'avant-garde, tiraient la langue, étaient obligés de mettre en scène, de mettre en place un salon des refusés parce qu'effectivement on n'acceptait pas leurs œuvres au, au salon officiel, et que bon effectivement Cézanne, Caillebotte, Sisley, Monet, etc. bon étaient carrément méprisés. Et il est quand même sain de relire ce que Huysmans écrit dans ses salons de Bouguereau, avec la méchanceté qui lui est propre, quand il dit que Bouguereau a inventé une nouvelle texture qui est le lécher flasque. Il parle de la naissance de Vénus de Bouguereau, qui imite Botticelli, et il dit on dirait de la chair molle de poulpe. Et parlant de façon générale de la facture de Bouguereau, il dit il écrit c'est peint comme des chromos de boîte à dragées. Et c'est exactement ça. Ce sont des chromos de boîte à dragées. D'ailleurs, c'est la scène typique qu'on peut reproduire effectivement sur des boîtes de dragées, sur des boîtes de fruits confits, de marrons glacés au choix. Ça, c'est le célèbre William Bouguereau, la gloire française. D'autres donc vont délibérément faire de l'amour un adolescent. Alors, la plupart vont en faire une espèce d'adolescent un peu mièvre et frisotté, surtout dans le néoclassicisme. On a souvent l'impression dans la peinture néoclassique, on a parfois l'impression que c'est une espèce de statue qui a été greffée dans un tableau. Alors là, on n'en est pas encore là. En 1692, Luca Giordano, qui est un peintre napolitain, qui a fait toute une série de peintures sur l'histoire de Psyché, peint Psyché découvrant l'amour. Et on voit que un adolescent assez équivoque finalement, qui est très féminin, dans la fameuse scène de la reconnaissance. Maurice Denis, en 1908, donc une des fresques peintes pour Ivan Morozov, représente Cupidon en vol, est frappé par la beauté de Psyché, et on voit cet adolescent délicat avec ses cheveux longs bouclés, lui aussi très équivoque et très féminin. Alors, il s'agit là d'un peintre moins connu, Bénigne Gagnereau, qui, comme son prénom l'indique, est dijonnais. Pour s'appeler Bénigne, il faut être né à Dijon, la cathédrale Saint-Bénigne. Donc, qui peint en 1790 l'amour éveillant Psyché. Alors, Gagnereau, en fait, a fait beaucoup de planches gravées d'après l'antique, et il a précédé un peu le fameux anglais Flaxman, que Baudelaire n'appréciait pas beaucoup, et qui a illustré l'Iliade et l'Odyssée à partir de dessins tirés effectivement des vases ou des sculptures antiques. Gagnereau a influencé Ingres, et là on a cette scène très délicate, y compris dans sa lumière, cette espèce de lumière très blanche, avec l'adolescent, amour,
toujours bouclé, s'apprêtant à éveiller Psyché d'une flèche qui tient à la main très délicatement et ne la tire pas. Un peu plus tard, deux ans plus tard, en 1792, Angelika Kauffmann peint effectivement l'amour et Psyché. Alors Angelika Kauffmann, en fait, a fait une carrière entre l'Autriche, l'Italie et l'Angleterre. Elle est autrichienne, mais elle est née dans la partie de l'Italie qui appartenait encore à l'Autriche. Elle a étudié en Italie et elle a finalement fait une partie de sa carrière à Londres, où elle a été l'un des membres fondateurs de la Royal Academy, l'Académie royale de peinture. Donc on a une Psyché très alanguie et puis cet amour toujours un peu frisoté qui va l'éveiller. Psyché a à la main la fameuse boîte qu'elle a rapportée des enfers. Hugh Douglas Hamilton, en 1792-1793, qui est un Écossais, et donc peint ce tableau qui a un titre assez curieux qui s'appelle La tonnelle nuptiale de Cupidon et Psyché, où il imagine effectivement une sorte de refuge forestier, donc tout ça étant presque dans une composition un peu circulaire avec l'arc de Cupidon, et puis ce mouvement très étonnant des deux corps qui dessinent un arc de cercle. Enfin, le peintre Gérard, en 1798, qui peint donc je vais y arriver. En fait, le premier baiser, qui n'est pas encore donné de l'amour et de Psyché. Beaucoup de critiques de l'époque ont déliré sur ce plateau en célébrant la pudeur et le très léger étonnement de la jeune fille qui tout à coup va découvrir l'amour. Donc on est effectivement dans une vision très pudique et très chaste de cette liaison qui commence. Dernier exemple, Jean-François Lagrené en 1805, avec cette harmonie très curieuse en bleu et en jaune, avec les magnifiques ailes de l'amour, un peu encombrantes quand même, qui sont teintes dans un bleu de cobalt éclatant. Alors d'autres, toujours dans cette représentation de l'amour comme un adolescent, il va y avoir des peintres qui vont carrément lui donner un air assez niais. C'est le cas d'Alphonse Le Gros en 1867. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de peintres qui finalement sont plus connus comme portraitistes ou comme paysagistes et qui font tout à coup une incursion dans la mythologie en s'emparant du mythe de Psyché. On ne sait pas pourquoi. Alphonse Le Gros, par exemple, c'est sa seule incursion dans ce domaine. Il est plus connu comme paysagiste et comme peintre de scènes religieuses également. Baudelaire avait beaucoup apprécié ces scènes religieuses dans des églises de Bretagne, très pittoresques.
Et ensuite, il va faire toute une carrière en Angleterre. Et là, franchement, il aurait peut-être mieux fait de s'abstenir, parce que on peut dire que son amour a l'air remarquablement niais. Alors là aussi, je trouve que c'est une des plus mauvaises toiles de David. Cet amour qui a cette espèce de sourire niais et presque un peu enfin, qui ricane un peu, comme s'il faisait une bonne farce. On ne sait pas si c'est parce qu'il vient de faire l'amour ou parce que il va la quitter. Enfin, visiblement, il est encore dans l'extase amoureuse et vraiment, c'est pas ce que David a fait de mieux. Alors, ça, c'est le premier problème, disons, hein, comment choisir entre un amour enfantin et un amour adolescent. Le deuxième problème, c'est quelle tonalité donner à cette liaison. Est-ce qu'on en fait une liaison chaste et éthérée? Est-ce qu'on en fait au contraire une liaison sensuelle, érotique et torride? Alors, exemple très particulier d'une liaison qui semble purement platonique, la peinture de Niccolò dell'Abate, on est dans l'école de Fontainebleau et c'est peint d'après un dessin du Primatis. C'est l'exemple unique quand même de ces deux personnages qui sont effectivement, ils sont couchés ensemble, mais ils sont presque assis, ils ne se touchent pas vraiment. Le mouvement des mains reste assez énigmatique, comme s'ils désignaient tous les deux la même chose, mais on ne sait pas trop quoi. On peut remarquer que là, les ailes de l'amour ne sont pas bleues comme chez la grenée, mais elles sont pourpres, hein, comme les ailes des séraphins. Et puis un tableau, moi, que j'aime beaucoup, d'Henri Jules Léguinier, qui lui aussi est plutôt un paysagiste, en 1897, donc il peint Cupidon et Psyché, hein. Et Guigné est plus connu comme un peintre de marine, encore en breton, hein, comme Le Gros, peintre de marine, de scènes folkloriques en costume breton, ou un peu plus tard de paysages pyrénéens. Et là, on a cette peinture qui baigne dans une espèce de lumière un peu impalpable, hein, avec Psyché, une rose à la main, et l'amour de loin qui la regarde, qui n'ose pas trop s'approcher. On est dans les prémices de l'amour, hein, et ça reste encore très chaste, mais malgré la nudité de Psyché, qui finalement n'est pas très érotique. Autre exemple de cette représentation idyllique, un préraphaélite qui appartient à la deuxième vague du préraphaélisme, qui est moins connu peut-être que Burne-Jones ou Watts, qui s'appelle John Rodham Spencer Stanhope. Habituellement, on dit simplement Stanhope, mais les Anglais préfèrent le double nom de Spencer Stanhope, et qui peint donc en 1880 Cupidon et Psyché, dans une harmonie très particulière, hein, de teintes assez pas très éclatantes, hein, ce bleu, ce jaune ocre, ce pourpre un peu passé, hein, comme dans une espèce de vieille gravure. On dirait presque des teintes de tapisserie. Alors d'autres, en revanche, vont représenter Psyché de façon très sensuelle, très érotique. En particulier les maniéristes, les baroques,
et puis aussi quelques peintres ou sculpteurs à l'origine du XIXe siècle, hein, au tout début du néoclassicisme. Alors, Adriaan de Vries, en 1593, Adriaan de Vries est un sculpteur qui fait partie de ce qu'on a appelé l'école de Prague, qui n'est pas vraiment une école en ce sens qu'il n'y a pas un dogme, mais c'est tout un ensemble de peintres, de sculpteurs, de graveurs qui ont été réunis par l'empereur Rodolphe II, le seul empereur du Saint-Empire romain germanique à avoir déplacé sa capitale de Vienne à Prague. C'était un homme assez dépressif, assez mélancolique, comme on disait à l'époque, qui s'est beaucoup investi dans l'art et qui a invité chez lui ou même débauché parfois plusieurs artistes en les payant très cher ou alors en leur passant des commandes, le plus célèbre évidemment étant Arcimboldo. Et là, Adriaan de Vries peint Mercure emmenant Psyché au ciel. Enfin, il ne peint pas, il sculpte. Et c'est quand même une étreinte qui est extrêmement sensuelle. Dans le même genre, toujours dans l'école de Prague, Matthäus Gundelach, en 1613, peint une étreinte assez érotique, encore qu'on ne peut pas dire que les deux visages soient très beaux. Hein, Psyché avec son œil un peu bovin et l'amour également. Alors beaucoup plus réussi quand même, hein, le groupe en terre cuite de Clodion. Clodion est un sculpteur qui a beaucoup utilisé la terre cuite et dont les œuvres exhalent toujours une espèce de joie de vivre dionysiaque et une sorte de grâce dans les mouvements. Et là donc en 1814, c'est un groupe que je trouve très beau, moi, avec ce mouvement. Et puis ces petits amours qui sont absolument partout, qui s'insinuent contre les jambes de Psyché ou quelqu'un dans ses bras. C'est un peu rabelaisien et en même temps très gracieux. Enfin, Benjamin West, en 1808. Alors Benjamin West est un cas à part parce que c'est le seul peintre américain, originaire des États-Unis, qui ait acquis une renommée universelle. Il arrive à Rome en 1760. Il va fréquenter Winckelmann, le fameux théoricien du néoclassicisme. Et il va se spécialiser en fait dans la peinture d'histoire. Il va devenir même peintre d'histoire du roi d'Angleterre George III. Et c'est avec Angelica Kauffmann aussi un des membres fondateurs de la Royal Academy. Donc là, on a cette vision de l'amour psyché qui rappelle un peu peut-être celle de Hamilton avec cette espèce de courbure des corps, enfin ces corps en diagonale. Enfin, on va très souvent représenter des psychés, hein, enfin les peintres et les sculpteurs vont représenter des psychés faussement ingénus. Alors on a un très bel exemple avec la statue de Pajou. Pajou a représenté deux fois Psyché, en 1790 et 1795. Et cette statue a une histoire puisque le modèle en plâtre avait été exposé au salon, au Louvre, et le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui n'avait que la rue à traverser, est venu en voisin et a été choqué par la nudité complète de Psyché. Donc il en a
avertit son évêque, enfin l'archevêque de Paris, qui en a touché 2 mots au préfet, et la sculpture a été enlevée du Louvre, ce qui a suscité un tollé. Pajou l'a exposé dans son atelier qui était à 2 pas du Louvre. Évidemment, le résultat était l'inverse de ce qui était escompté, c'est-à-dire que tout le monde a voulu voir cette statue qui avait fait scandale, et le pauvre curé a vu afficher sous le porche de son église un certain nombre de libelles insultants. Mais c'est une statue, malgré tout, qui n'a pas beaucoup emporté les suffrages, même pas pour des raisons morales, mais plusieurs critiques ont trouvé que elle était trop gracieuse, trop française, son visage était trop français, il n'exprimait pas finalement la noblesse qu'on attendait de cette héroïne, et que en plus cette main qu'elle se pose sur le cœur évoquait et sa mine évoquait plutôt une douleur physique qu'une douleur morale. Certains ont dit même méchamment qu'elle donnait l'impression d'avoir des boulons d'estomac. Ce qui est quand même méchant, parce que cette statue est assez jolie. Mais Pajou a quand même écouté les différentes critiques, puisque 5 ans après, il expose une autre Psyché, qui, celle-là, est un tout petit peu plus chaste, parce qu'effectivement, le sexe est plus ou moins voilé par le tissu. Et puis l'attitude a un peu changé, c'est-à-dire qu'elle se soutient la tête par derrière et elle n'a plus la main contre le cœur, mais c'est toujours un peu le même visage. Leighton, qui est un peintre anglais plutôt académique, peint le bain de Psyché. Alors Leighton était un peintre et un collectionneur. On peut visiter à Londres sa maison, qui est une espèce de petit musée, et donc il peint Psyché au bain. Alors cette Psyché qui se regarde ici en l'occurrence dans la piscine, mais qui aussi se regarde souvent dans le miroir, c'est assez curieux parce que aujourd'hui une Psyché, depuis le début du XIXe siècle, c'est devenu un nom commun, c'est un miroir où on peut se voir en pied. Or évidemment, ce n'est pas dans un pullé. À l'époque des pullés, il n'y a pas de miroir où on puisse se voir des pieds à la tête. Et en fait, c'est une invention de La Fontaine dans son livre Les Amours de Cupidon et Psyché, où il imagine que dans le château de l'amour, dans son palais enchanté, le cabinet de Psyché est tapissé de miroirs où elle se regarde complaisamment. Et c'est très curieux parce que c'est un élément qui va revenir dans les contes de fées lorsque Perrault plusieurs années après édite ses contes. Eh bien, il y a des miroirs. Il y a des miroirs dans La Belle au bois dormant, dans Cendrillon, dans Peau d'âne, et ça va. Donc c'est un élément qui est vraiment un élément de l'époque, puisque c'est le moment où on commence à être capable de fabriquer des miroirs où on peut se voir des pieds à la tête, alors qu'avant c'était impossible, les miroirs n'avaient pas plus de 80 cm de haut. Et c'est quelque chose que La Fontaine a introduit dans une touche de modernisme, mais qui effectivement va atteindre son but, puisque aujourd'hui, quand vous tapez Psyché sur votre ordinateur, vous avez pêle-mêle des adresses de miroiterie et puis des allusions au mythe. Alors là, Guillaume Seignac, dont on a vu déjà tout à l'heure une représentation de Psyché à l'amour, là peint carrément une Psyché qui s'offre, hein, qui est extrêmement sensuelle. Alors Seignac en fait n'a pas que des nudités féminines. Et c'est quand même typique de cet imaginaire de la Troisième République, à la fois puritain et puis qui va exploiter la Libye soit orientaliste, avec des scènes de harem, soit antique,
pour peindre des nudités féminines. Mais on a toujours l'impression finalement que ces peintres peignent des scènes de bordel. Donc Sénia qui va peindre des bacchants, qui va peindre Flore, et là on a cette Psyché qui s'étire après son bain et qui est quand même effectivement assez érotique. Alors, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est quels sont, on va finir là-dessus, quels sont les épisodes le plus souvent représentés, quelle scène de l'histoire de Psyché représente de préférence les peintres ou les sculpteurs. Alors, dans l'histoire, l'une des premières scènes qui va souvent être représentée, c'est Psyché emportée par les Zéphyrs. Emportée par Zéphyr, pardon, dans le palais de Cupidon. Alors là, au palais du Thé à Mantoue, on a dans la salle de Psyché Rinaldo Mantovani qui va peindre cette étonnante peinture avec cette vision en contre-plongée, cette espèce de presque de grand angle, enfin sur Psyché, avec en dessous le Zéphyr barbu, hein, avec un trident. Autre exemple, Prudhon en 1808, qui de la même façon peint Psyché. Alors là aussi assez curieusement avec des Zéphyr se fait aider par des petits amours qui soutiennent Psyché sous les cuisses. Et puis donc Maurice Denis en 1908 qui peint toujours dans cette espèce de palette très pâle. On a presque l'impression d'une illustration pour des contes d'enfants, pour des livres, pour des contes, pour des livres d'enfants. Cette Psyché qui, elle, là, est mollement allongée comme dans un fauteuil sur un lit de nuages, à peine soutenu par Zéphyr, très bronzé, par opposition évidemment à la nudité très rose de Psyché. Alors, deuxième épisode qui va très souvent être représenté, c'est Psyché dans le palais, servi par des esprits invisibles. Alors, ça peut paraître bizarre, parce qu'il n'y a rien de plus malaisé que de représenter des esprits invisibles. En fait, évidemment, ces esprits, ces nymphes vont être bel et bien visibles. Donc là, dans un des vitraux des Couants, on voit en fait le bain de Psyché, enfin la toilette de Psyché, avec les nymphes qui la servent. Donc ici, nous avons toujours Luca Giordano, dont on a vu déjà une représentation. Donc c'est Psyché servi par des esprits invisibles. On est là vraiment dans le baroque avec cette espèce de rideau plissé qui surmonte la scène. On est dans une espèce de théâtralité assumée. Natoire, en 1735, peint Psyché à sa toilette. Très gracieux là aussi. On sent vraiment qu'on est dans l'époque Louis XV. C'est
pas tout à fait bouché, mais on n'en est pas très loin. Et puis donc un des éléments les plus curieux, c'est cette série de papier peint dont j'avais parlé au début, qui a été édité dans les années 1815-1817 par un nommé Blondel, qui a un double prénom, si je ne me trompe, c'est Mary Joseph Blondel. Là, c'est Psyché montrant ses bijoux à ses sœurs, et donc il a édité pour des maisons particulières ou les hôtels particuliers une série sur Psyché en grisaille, avec toutes les scènes la plupart des scènes principales du mythe qui sont représentées. Alors Waterhouse en 1904, autre raphaélite qui représente Psyché dans le jardin des Rosses, Psyché poussant légèrement une porte, laissant entrevoir un jardin plein de roses avec la silhouette dans le fond d'un petit temple circulaire. Excusez-moi, fausse manœuvre. Alors, au château Saint-Ange, le peintre Perino del Vaga, en 1523, peint pour la chambre du souverain pontife toute une série de peintures en grisaille sur les marches de Psyché, sur le mythe de Psyché. Alors Julien Green, qui visite le château Saint-Ange en 1935 avec son compagnon, est quand même assez surpris par le nombre de nudités qu'on trouve dans les appartements du pape. Et il commente sobrement: on bandait énormément chez le Saint-Père. Alors, il faut dire que ce Saint-Père-là est un petit peu particulier. Il s'agit de Paul III, Alexandre Farnèse, qui d'abord s'est illustré en devenant il est devenu cardinal, il a été nommé cardinal par Alexandre VI Borgia, parce qu'il lui avait donné sa très jeune sœur comme maîtresse. Et c'était tellement de notoriété publique que pendant un certain temps, il a été appelé le cardinal du con. Et puis, pas mal d'années plus tard, devenu pape sous le nom de Paul III, c'est vraiment un des papes typiques de la Renaissance, c'est-à-dire qu'en même temps, il défend âprement le catholicisme menacé par les mouvements de réforme, donc il va instituer vraiment l'Inquisition, il va être aussi l'un des organisateurs du Concile de Trente, et en même temps, c'est un humaniste qui est fasciné par la culture grecque et romaine. Alors, il apparaît, enfin du moins on en parle de ce Paul III dans Lorenzaccio de Musset. Et je trouve que c'est très bien vu puisque c'est une scène où l'envoyé du pape, justement, à mots couverts, dit au duc de Florence, Alexandre de Médicis, que le pape, trouve que il y a beaucoup Lorenzo de Médicis est quand même introduit la débauche à la cour, et que d'autre part, il est toujours sous le coup de la justice du pape parce qu'il avait décapité les statues de l'Arc de Constantin un soir d'ivresse à Rome. Et Alexandre de Médicis réplique: ah ben Alexandre Farnèse est un plaisant garçon. Il l'appelle d'ailleurs par son nom, et non pas par son véritable nom. Et il dit entre autres: je ne conçois rien au respect du pape pour ces statues qu'il excommunierait s'il les voyait en chair et en os. Et on voit bien cette espèce justement d'ambiguïté ou de dichotomie de ces papes de la Renaissance, à la fois amoureux de l'antique et puis défendant farouchement effectivement le catholicisme. Simon Vouet, le rival de Poussin, mais qui, contrairement
à Poussin, après l'Italie, où il a animé pendant un certain temps un atelier auquel a participé Poussin d'ailleurs, est revenu en France et a fait sa carrière en France, alors que Poussin, après un bref retour de 2 ou 3 ans en France, est retourné en Italie où il est mort. Donc Simon Vouet, en 1626-1628, donc, peint cette autre scène. Excusez-moi, parce que pour Paulino del Vaga, déjà, j'ai oublié d'en parler. Il s'agit de la scène qui va sans doute être la plus représentée, c'est-à-dire la découverte. Hein, le Psyché découvrant Cupidon, le moment de la révélation, qui va permettre évidemment au peintre de très intéressants effets de clair-obscur. On voit déjà ici, puisque toute la pièce est plongée dans la pénombre, et puis vous avez la lumière éclatante de la lampe à huile qui révèle la nudité des deux corps. Giuseppe Maria Crespi, en 1709, alors là, va jouer encore plus sur la clair-obscur, hein, un peu comme un héritage peut-être du Caravage ou de Rembrandt un peu plus tard. Le corps le corps de l'amour n'est pas entièrement visible, hein, et de la même façon le visage, enfin une partie du corps de Psyché est aussi noyée dans l'ombre, hein. Et pratiquement à la même époque, enfin un peu plus tard, en 1720, Benedetto Lutti, autre peintre baroque, peint de la même façon, enfin pas tout à fait de la même façon, mais presque sans arrière-plan, hein, on ne sait même pas si c'est un lit, mais on a cette alliance, hein, d'ombre et de lumière qui est assez fascinante. Alors, en 1769, un peu plus tard, hein, Jean-François Lagrené l'aîné, dit Lagrené l'aîné, peint un dessus de porte au château de Bellevue près de Meudon, qui va susciter l'ironie, ou plutôt la méchanceté de Diderot, parce que Diderot trouve que les visages sont très laids. Et il dit tout de même, Apulée puis La Fontaine nous avaient habitués à l'idée que Psyché était belle. Là, elle n'est ni belle ni laide, il faut dire que c'est un visage assez fade, hein, celui de l'amour également d'ailleurs. Donc tout ça dans un cercle. Et puis Maurice Denire, dans une composition qui est, elle, au contraire, tout en verticalité, c'est une espèce de lit à baldaquin, et le dormeur et Psyché sont éclairés par la lumière, hein, toujours en 1908, hein, la découverte, la révélation. Alors je vous ai mis aussi en comparaison un tableau de Girodet en 1793 qui est devenu très célèbre parce que il est en couverture d'un des essais de Roland Barthes qui s'appelle SZ. C'est Effet de lune, le sommeil d'Endymion. Donc on n'est plus du tout dans le même mythe, mais on a la même idée de la révélation qui se fait par l'intermédiaire de la lumière, ici finalement la lumière de la lune, avec la beauté du corps qui apparaît fugitivement. Quatrième scène plutôt, souvent représentée, moins souvent représentée finalement, Psyché aux enfers, puisque donc dans la quatrième épreuve imposée par Vénus à Psyché, il s'agit donc d'aller récupérer une boîte chez Proserpine, et la tour
qui se met à parler et qui conseille Psyché, lui donne toute une série d'instructions très précises. En particulier, donc, elle doit avoir 2 oboles dans la bouche pour payer à la fois son passage aller et son passage retour à Caron, mais il faut que Caron aille les prendre dans sa bouche même. Et effectivement, c'est cette scène précise que représente Stanhope, dont on a déjà vu une toile, donc Caron prenant le bol de la bouche de Psyché. Et puis Hillemacher, qui est un peintre français malgré son nom, à consonance germanique, qui représente Psyché aux enfers, peintre qui n'est pas autrement connu, mais c'est une scène qui est intéressante parce que d'abord avec cette espèce de représentation curieuse de Caron, et puis le mort qui essaye d'attraper la barque et qui effectivement est dans le texte d'Apulée. Et puis cette vision proprement infernale à l'arrière-plan entre de rochers ou de montagnes, des flammes de l'enfer. Alors, toujours dans les enfers, disons, ou en tout cas dans cette quatrième, dans cet épisode, de la quatrième épreuve de Psyché, l'histoire de Psyché et de la boîte. Alors il s'agit tantôt d'une capsule, tantôt d'un vase, tantôt d'une boîte en or, différentes interprétations, et on voit Psyché effectivement qui tient à la main la boîte dans un des vitraux des coins. Dans l'une des fresques de la Farnesina, donc Psyché est le vase d'Ongan. Et puis Waterhouse, donc le pré-raphaélite en 1903, Psyché ouvrant la boîte en or, avec cette palette des pré-raphaélites qui est toujours très particulière. Ce sont, en tout cas, ces raphaélites de la deuxième génération, hein, qui affectionnent les représentations, enfin les peintures en cameilleux, dans des cameilleux de brun ou d'ocre, les teintes un petit peu passées. Et ici donc on a cette espèce d'harmonie en violet, en ocre, en brun, les différentes nuances de brun. Van Dyck, qu'on n'attendait pas forcément là, en 1639, pardon, Cupidon découvre Psyché endormie après qu'elle a ouvert la boîte de Vénus. Très belle représentation de Psyché alanguie et de l'amour qui se précipite vers elle avec cette espèce de diagonale qui est reprise dans la partie droite du tableau par l'arbre. En fait, c'est très curieux puisque les 2 arbres à l'arrière-plan reprennent, mais en les inversant, les positions des 2 corps. On a l'arbre feuillu qui prolonge un peu la courbe du corps de Psyché, et l'arbre, le tronc nu qui représente qui reprend l'amour. Alors Burne-Jones, en 1866, Cupidon délivrant Psyché. Là aussi, on a toujours cette palette dont je parlais tout à l'heure, ces bleus, ces violets un peu métalliques, ces
ces teintes assez sombres ou assez estompées. Et puis là, une très belle courbure finalement, hein, d'un côté, de côté psyché, et faisant pendant finalement l'amour penché sur elle, avec les deux têtes, chacune des deux têtes qui est un petit peu finalement en retrait du corps. Alors, très célèbre évidemment, le groupe sculpté de Canova, un Psyché ressuscité par le baiser de Cupidon. Alors c'est vrai que c'est un véritable chef-d'œuvre avec cette espèce de sensualité qui se dégage du groupe, l'espèce de, enfin les bras en cercle de Psyché autour de la tête de l'amour, ces ailes de l'amour qui pointent en oblique, et même la position très gracieuse de Psyché avec une jambe par-dessus l'autre. Autre vision de la même statue, qui montre bien l'espèce de tendresse et de sensualité des gestes de l'amour, hein, la main de l'amour sur un des seins de Cupidon, et l'autre effectivement qui soutient sa joue. La Farnesina encore. Alors là, on est dans la dernière partie, disons, enfin le dernier épisode et la dernière, le dernier épisode de l'aventure, c'est la conclusion, c'est-à-dire Psyché divinisée et emportée chez les dieux. Alors au départ par Mercure, qu'on voit ici à la Farnesina. Les deux personnages sont l'un à côté de l'autre et se regardent, qu'on voit ici de façon évidemment beaucoup plus baroque, peint par Bartholomeus Spranger, qui est un flamand, avec ce mouvement d'oblique, évidemment la montée vers les dieux, les différentes expressions des dieux aussi. Et puis comme une espèce de gravure ou presque d'icône, hein, sur ce ton doré, en 1868, une peinture d'Alfred de Curzon. Alors Alfred de Curzon a lui aussi s'est illustré plutôt comme paysagiste ou comme dessinateur, mais il était passionné par la Grèce, et il a fait un voyage en Grèce accompagné du romancier Edmond About, auteur du Roi des montagnes, et du futur architecte de l'Opéra Garnier, Charles Garnier. Et là, donc, on a ces deux personnages, hein, qui posent et qui imitent effectivement une espèce de frise ou de antique, hein, puisqu'on a le nom d'Hermès et le nom de Psyché à droite et à gauche. Et puis Natoire, donc, ça c'est une peinture pour le salon ovale de l'hôtel de Soubise en 1737. Non, excusez-moi, désolé. Là, il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit aussi d'une. Là, c'est pas pour le salon, c'est pour un plafond. C'est pour le plafond de la rotonde de la Grande Galerie de Chantilly. Un peintre qui s'appelle Paul Baudry, qui est un peintre qui fait partie de l'académisme du Second Empire. Mais il a eu pas mal de commandes officielles, entre autres le foyer de l'Opéra Garnier, et puis plusieurs hôtels particuliers. Enfin, en fait, là, c'est un mouvement qu'on aura pu trouver chez certains peintres rococo. Et voilà donc Natoire en 1737, que j'aurais pu mettre un peu avant,
qui, pour le plafond de l'hôtel de Soubise, donc pour le salon ovale, fait une fresque avec ces personnages qui ont ces visages un peu enfantins, un peu mièvres. Et enfin, Maurice Denis, Cupidon emporte Psyché au paradis. Dénomination assez curieuse, hein, on voit pas bien ce que le paradis vient faire là-dedans, on est plus chez les dieux, mais enfin bon, on va pas les chicaner pour question de vocabulaire. Alors, donc tantôt c'est Mercure, tantôt c'est Cupidon lui-même qui emmène sa fiancée chez les dieux. À la suite de quoi, on a effectivement l'apothéose, c'est-à-dire le cortège nuptial et le banquet nuptial. Voilà le banquet nuptial, le banquet des dieux dans un vitrail découant. Dans la Farnésine, la présentation de Psyché aux dieux, qui se présente presque comme une espèce de frise horizontale, hein, à l'antique. On remarque l'air pensif de Jupiter, la main sous le menton, qui se demande ce qu'il faut en penser, est-ce que c'est une bonne chose. Et puis, au Palais du Thé, Rinaldo Mantovani, alors c'est une immense scène dont je vais montrer quelques détails. On a donc les jeunes mariés sur leur lit du festin. On leur sert à boire et à manger, et il y a un ange un petit amour qui va couronner la mariée sans doute. Et puis autre détail du banquet nuptial, avec la desserte, si on peut dire, hein, le vaisselier avec les différents plats, le gros silène qui est à droite, et puis alors des animaux dont on se demande un peu ce qu'ils viennent faire là. On a un lion, un éléphant, un chameau, enfin on a toute l'arche de Noé qui est réunie dans cette espèce de fatras baroque. Enfin, toute dernière image, Boucher en 1744, peint donc cette présentation, enfin cette apothéose cette présentation de Psyché aux dieux. Ce qui est assez curieux, il y a la même attitude de Jupiter, avec cette attitude pensive un peu. Alors comme très souvent chez Boucher, tout ça est pris dans une espèce on a l'impression que c'est presque une espèce de corbeille, hein, qu'il peigne la naissance du jour, la nativité, ou des scènes mythologiques. On a toujours ce sol, ce bas du tableau avec qui se relève un peu sur les côtés, et puis bon, au sommet, donc cette espèce tout ça est pris dans une espèce de couronne ou de corbeille. Voilà, avec toujours ces fameuses nudités de Boucher qui, comme disent les Goncourt, sont un peu bovines malgré tout, mais qui a une espèce de grâce typique effectivement du siècle, de l'époque frivole de Louis XV. Voilà, fin du diaporama. J'espère que vous aurez apprécié ces représentations très diverses, et merci de votre attention, et que ça vous donnera envie, surtout, de lire ou de relire les Métamorphoses d'Apulée, et en particulier dans les Métamorphoses, le récit de la vieille, le mythe de Cupidon et Psyché.